Merci Ariela Mazbounji pour cette introduction et pour cette invitation aussi. Et puis je crois qu'il y a des gens qui sont aussi devant leur écran et qui regardent, qui n'ont pas pu venir à la Défense et qui regardent sur leur écran. Alors oui, moi je suis journaliste, je suis pigiste en fait, hein, je suis indépendant, je travaille pour différents titres, notamment pour Le Monde en effet. J'ai ce blog sur les transports depuis 5 ans et ça m'a donné l'occasion d'aller un peu partout en France d'une part et puis de m'intéresser je pense que la présentation doit être quelque part, mais elle doit se mettre en place là, j'imagine. Là, voilà, je suppose qu'elle est là. C'est bon? Non, ça marche pas. Ça va venir, bon d'accord. Donc voilà, j'ai eu l'occasion depuis quelque temps donc, alors, elle est sur l'ordinateur en fait déjà. Hein. D'accord, ça va venir, bon, je sais pas, ça prend du temps. Et j'ai donc l'occasion avec ce blog, mais pas seulement, aussi avec les livres que j'avais faits précédemment, et puis aussi avec, parce que tout simplement j'aime bien ça, l'occasion de me déplacer en France, de me déplacer souvent en train, donc souvent à pied, parfois à vélo aussi, parfois aussi en voiture, et ça me permet de voir pas mal de choses. Je prétends pas du tout être chercheur, comme tu l'as dit Ariela, je suis que journaliste, je suis observateur, mais quelque chose qui m'avait frappé depuis quelques années déjà et que j'ai vu se renforcer, que j'ai vu s'installer et qui a été confirmé de plus en plus par des statistiques, des recensements, des études et qui m'a semblé donc quelque chose qui m'a semblé suffisamment important pour qu'il soit nécessaire d'en faire un livre. J'ai insisté auprès de mon éditeur pour avoir ce titre et cette couverture. C'est peut-être un peu triste, je l'assume. Et en même temps, je pense que c'est nécessaire, dans la situation actuelle, de dire parfois des choses telles qu'elles sont, plutôt que de prétendre toujours que tout va bien. Le constat, maintenant, il commence à être connu. Là, c'est à Moulins, et donc, au contraire, c'est un samedi à Moulins, ça va plutôt bien. Il y a beaucoup de monde dans le centre-ville. Mais le constat, malheureusement, il est souvent celui-là. Voilà, je suis allé un peu trop vite, pardon. Voilà. C'est souvent comme ça quand on se balade en France, un peu partout. Et ça, c'est quand on le voit, mais quand on regarde les statistiques, c'est la situation non seulement est triste, mais en plus elle s'aggrave. Il y a un organisme, c'est tout simplement Procos, la fédération des enseignes, qui sont ici. J'ai bien vu M. Bazounian qui est là, et qui observe cette situation du commerce en France à travers un prisme, à travers un indicateur qui est le taux de vacances commerciales. Procos fait ça depuis quelques années dans énormément de villes en France, avec l'idée pour ses adhérents qui sont les enseignes, donc de André à Zara, je crois qu'il y a 240 ou 260 adhérents, hein, c'est bien ça, et donc regarde dans l'hypercentre-ville, en fait dans les rues dans lesquelles potentiellement les enseignes acceptent de s'installer, donc ils ne vont pas voir en dehors de ces quelques rues-là, quel est le taux de vacances commerciales. Donc ils font ça, ils font un décompte tout simplement, hein, dont ils vont voir, et ils s'aperçoivent que le taux de vacances commerciales, il était en 2015 9,5% en moyenne dans les villes de France, et il est en train d'augmenter. Il a gagné 0,7 ou 0,8 points au début des années 2010, et puis il a gagné 1 point ce taux de vacances commerciales entre 2014 et 2015, et si j'en crois ce qu'on m'a dit pour les tendances 2016, ça augmente encore davantage, et on n'est pas très loin, si j'ai bien compris, mais vous le direz peut-être, des 2 points d'augmentation à nouveau, c'est-à-dire qu'en fait on va être en tout cas au-delà des 10% de taux de vacances commerciales en moyenne en France. Et les villes les plus touchées, tu l'as dit Ariela, ce sont les villes petites et moyennes. Ça ne veut pas dire grand-chose petites et moyennes, parce qu'une ville moyenne à l'échelle d'un département c'est 10 000 habitants, à l'échelle du monde c'est 2 millions, mais en tout cas là en l'occurrence on est plutôt dans des villes qui sont entre 10 000 et 200 000 habitants, on va dire, et on a par contre dans les métropoles, les grandes villes, les vraies grandes villes, les vraies métropoles si on peut dire, une situation qui est plutôt meilleure, qui est parfois assez bonne même, et on a également dans les villes touristiques et dans les petites villes isolées aussi, les villages isolés, les bourgades isolées, qui sont souvent en moyenne montagne, qui sont protégées finalement par le fait que c'est compliqué tout simplement de construire un hypermarché juste à côté et que les routes sont parfois sinueuses et verglacées. Donc là, on a aussi une exception. Et quand on regarde la vacance commerciale bien au-delà du centre, on s'aperçoit, et là, ce sont plutôt des calculs qui se font au cas par cas. J'ai rencontré quelqu'un qui habite Pau l'autre jour, un simple citadin, un simple palois, qui m'a
raconté, qui m'a expliqué qu'à Pau, en fait, il avait fait le calcul pour l'ensemble de la ville et pas seulement pour le centre, et il arrive à un taux de vacances commerciales de 26%, ce qui est énorme. Et donc, quand on fait une recherche plus profonde, on s'aperçoit que ça dépasse simplement les rues de l'hypercentre et de l'hypercentre-ville. Alors, toutes les villes sont touchées, je vous l'ai dit. Là, j'ai montré une petite ville tournue. Là, c'est Perpignan. J'en ai des tonnes, des photos comme ça. Je ne vous ai pas tout amené aujourd'hui, évidemment. Ça touche également la lointaine Île-de-France, pas les rues, pas les villes qui jouxtent Paris et beaucoup moins Paris, même s'il y a aussi des problèmes commerciaux à Paris, mais d'un autre ordre. Par contre, la lointaine Île-de-France, ou lointaine du point de vue de Paris, parce que quand on habite Dourdan, c'est pas loin, au contraire, sont également touchées. Parfois des villes également de la petite couronne, ça dépend des situations locales. Et ça va au-delà, et ça je l'ai beaucoup entendu récemment, ça va bien au-delà de la désindustrialisation, bien au-delà de ce qu'on a constaté avec ce film, ce documentaire que je vous conseille d'aller voir, Retour à Forbach, qui raconte la désespérance sociale de cette ville de Moselle, et qui filme, qui fait des plans fixes comme ça sur un certain nombre de vitrines. Et quand on voit Retour à Forbach, on a l'impression que c'est très lié à la désindustrialisation, mais c'est pas seulement lié à la désindustrialisation. Voilà la carte de France de la vacance commerciale selon Procos, et on s'aperçoit que finalement c'est une sorte de varicelle. Là, c'est pas juste les territoires vides, c'est pas juste la diagonale du vide, c'est vraiment partout. Et ça concerne notamment des villes de l'Ouest qui sont toujours considérées, présentées comme dynamiques, avec un taux d'emploi élevé, avec une capacité d'attractivité forte, comme La Roche-sur-Yon, Cholet, Vitré, etc. Ou alors dans le Massif central, Rodez ou Aurillac, où on s'enorgueillit d'avoir un taux de chômage relativement faible par rapport à la moyenne nationale. C'est des villes qui en fait sont également touchées par cette situation-là. Et donc, voilà, là c'est Vannes en l'occurrence, mais il y a bien d'autres exemples aussi. Il y a quand même des élus qui n'ont pas encore vu cette situation-là, cette situation commerciale, elle est apparue au fur et à mesure. Au tout début, la première réaction, et c'est normal, est de se dire oui, chez nous c'est comme ça, vous savez. Alors moi, on m'a dit ça à plusieurs endroits. On vient de me le dire à propos de Nemours aussi, en Seine-et-Marne, mais on me l'a dit à Soissons, on me l'a dit aussi à Thionville. Ah oui, vous savez, ici c'est comme ça. Bon. Et en fait, il y a une sorte de prise de conscience qui est en train de se faire en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de reportages et beaucoup d'articles sur ce sujet, que c'est pas seulement chez nous, dans notre petite ville de 30 000 habitants, c'est un peu partout en France. Et en même temps, il y a des maires qui refusent d'admettre la situation, ou des commerçants parfois qui refusent d'admettre la situation. La situation d'Albi est très significative sur ce plan. À Albi, là aussi, un albigeois de fraîche date, qui habite depuis 4 ou 5 ans à Albi, a décidé de faire le recensement des vitrines vides. Il en a fait un blog, il a observé le phénomène, il se consacre à ça, il prend beaucoup de temps. Et comme il vient de nulle part littéralement, c'est-à-dire qu'il habitait même pas à Albi il y a 5 ans, on le regarde avec condescendance. Les vitrines d'Albi, l'association des commerçants dit mais non, tout va bien, ne dites surtout pas du mal de notre ville. La maire dit mais non, grâce au classement UNESCO, tout va très bien. Et en réalité, quand on se promène dans Albi, on est confronté vraiment, en tout cas sur le plan du commerce, mais vous verrez que les critères sont plus nombreux que ça, également à cette vacance commerciale forte. Et on se dit mais pourquoi est-ce qu'on refuse finalement de voir la réalité ? Voilà. Bien au-delà de cette affaire de commerce, on s'aperçoit que la crise urbaine, comme je finis par... Enfin, c'est pas moi qui l'ai baptisé comme ça, j'ai trouvé un jour quelqu'un qui le disait, donc je l'ai repris à mon compte. Ça marche souvent de cette façon-là, surtout quand on est journaliste. Finalement, cette fameuse crise urbaine, elle concerne bien plus que les commerces. On a eu très souvent cette idée-là que c'était les commerces de centre-ville. On l'a encore dans beaucoup d'articles. Des journalistes m'appellent un peu de toute la France pour me demander alors votre livre sur les commerces de centre-ville. Non, c'est pas seulement les commerces et c'est pas seulement le centre-ville. Et notamment le logement. Et ça m'a frappé. D'abord, je l'avais vu aussi de cette façon-là en me promenant dans les villes, mais je l'ai regardé sur les statistiques et je me suis aperçu que, et ça c'est assez simple à trouver grâce aux statistiques de l'INSEE, au recensement, je me suis aperçu que dans de très nombreuses villes, on avait un taux de logements vides assez élevé. On a 7% de logements vides en France, ce qui est quand même paradoxal, alors qu'on répète depuis des décennies qu'il faudrait créer 500 000 logements par an. Et on a dans les villes des taux de 10, 15%, parfois dans les centres-villes de 20% de logements vides. Ce sont parfois des logements insalubres, mais pas forcément. C'est aussi des logements qui
tout simplement mettre un peu plus de temps à être écoulés sur le marché. Et on s'aperçoit que c'est donc quelque chose voilà, qu'il se passe quelque chose là. C'est pas juste les commerces, c'est aussi les logements. Et puis il y a une autre chose que j'ai constatée au fur et à mesure, c'est ça. J'avais juste pris cette photo-là du portrait social de l'INSEE publié, je crois, voilà, en 2014, c'est marqué. C'est cette espèce de réalité, de réalité française d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on imagine, ce ne sont pas forcément les cœurs des métropoles qui sont les plus riches et puis tout le reste autour qui serait le plus pauvre. Ça, c'est vrai dans les métropoles, en effet. C'est globalement vrai avec pas mal d'exceptions à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes. Mais c'est beaucoup moins vrai dans toutes les autres villes où on constate partout ce phénomène-là que je vous détaille en fait. Là, c'est tiré d'un site qui s'appelle map.notafrance.info, qui est extraordinaire parce qu'il reprend, c'est une start-up qui reprend en fait tout simplement les statistiques des recensements de l'INSEE et qui les met en carte. Et là, vous voyez, c'est Angers, Laval et Le Mans. Et pour toutes les villes, vous constatez exactement la même chose. C'est un petit volcan, un revenu moyen relativement faible dans les villes et même inférieur à la moyenne nationale dans les villes. Vous avez la situation d'Angers que j'ai pointée tout en bas, où vous avez un revenu moyen inférieur à la moyenne nationale. Et puis, au contraire, dans la périphérie proche, dans les communes proches, y compris d'ailleurs les communes qui ne sont pas forcément considérées comme les plus attractives de l'agglomération, qui ne sont pas forcément les communes bourgeoises, pour être clair, on a un revenu légèrement supérieur, enfin parfois franchement supérieur, parfois légèrement supérieur, et par contre quand on s'éloigne, on a un revenu qui descend également. Et par ailleurs, et donc cette situation-là, en fait, elle est relativement peu connue. On a encore des discours du grand public, qui disent de toute façon les riches sont en ville et les pauvres à l'extérieur, et on oublie en fait de regarder ce qui se passe dans les villes moyennes. On oublie de regarder ce qui se passe à une échelle plus fine. C'est souvent d'ailleurs ce qui revient dans mes observations personnelles, c'est que très souvent on a tendance à regarder les phénomènes de territoire en France à travers une échelle assez vaste. On raisonne à l'échelle de la région, du département, ou même de l'agglomération, et pas forcément au niveau du quartier ou de la ville. Alors, le commerce a aussi changé, même quand il y a quand même encore des commerces, ils sont en train d'évoluer. Les achats d'or, le tatouage, les compléments alimentaires pour sportifs, les toilettages de chiens et que sais-je encore. Je ne vous parle pas des coiffeurs parce que je ne suis pas concerné, mais enfin, effectivement, c'est toujours ce type de commerce qu'on commence à voir de plus en plus dans les villes, avec aussi les commerces de fonds qui restent, les agents immobiliers, les pharmaciens, les opticiens. Et on s'aperçoit d'une évolution assez forte qui souvent traduit un début de dévitalisation. Généralement, quand on voit qu'il y a quand même pas mal d'agents immobiliers et pas mal d'opticiens, on peut se poser des questions dans les années qui suivent. Voilà, c'est un autre des critères que je ne vais pas vous détailler maintenant, mais qui me semble important à prendre en compte. Et puis, il y a les transports. Alors, moi, je regarde les transports, forcément, puisque ça m'intéresse depuis un certain temps. Ça m'intéresse, je n'ai pas de formation spéciale en transport, mais je trouve que c'est un sujet parfaitement passionnant pour observer la société d'aujourd'hui, parce qu'il reflète énormément de choses, il touche à énormément de questions. Et je m'aperçois dans toutes les villes moyennes en tout cas, contrairement à ce qui se passe en Île-de-France d'ailleurs, les transports sont rapides, sont assez efficaces d'ailleurs. Les bus arrivent à l'heure, mais ils sont pratiquement vides. Et ils sont extrêmement coûteux pour la collectivité. Et donc on a là des moyens, finalement, qui sont complètement inexploités. On a des transports publics avec des lignes qui sont pas toujours bien pensées, mais qui sont globalement pensées quand même, enfin de plus en plus pensées, parce que les opérateurs des transports publics y tiennent pour desservir l'ensemble des pôles d'emploi, etc. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est en train de le devenir parfois. Et en même temps, ça reste vide. Moi, je regarde. Alors, le pluriel d'anecdotes, ça n'est pas statistique, mais quand même, au bout d'un moment, j'observe ça. Et d'abord, j'ai aussi des statistiques de l'Union des transports publics qui sont assez claires là-dessus, avec le nombre de voyages par habitant et par an, et qui montrent qu'à La Roche-sur-Yon, par exemple, on a 3 ou 4 fois moins de voyages par habitant et par an qu'à Lyon, par exemple. Et puis en plus, on le voit, les bus sont vides. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et les bus, d'ailleurs, sont réservés à en fait 3 clientèles, les pauvres, les vieux et les jeunes, et puis c'est tout. Et on considère que c'est finalement pas convenable de prendre le bus à Soissons ou à Aubagne. C'est quelque chose que beaucoup de gens, tout simplement jamais fait. Le GART, le groupement des autorités de transport, enfin les élus en charge du transport, et puis l'Union des transports publics,
font des alarmes régulièrement sur ce sujet-là. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que la ville elle-même a mauvaise réputation. Avec tous ces éléments-là, on s'aperçoit que c'est une question de société. Ça devient ce que j'appelle, moi, l'urbaphobie. C'est un peu bizarre comme mot, mais en même temps, c'est un mot grec et latin à la fois, mais en même temps, c'est ça. C'est-à-dire que la peur de la ville, l'idée que la ville serait un endroit mal fréquenté, malsain, il y aurait de la saleté, il y aurait des ghettos qui se formeraient, il y aurait des... Et donc, j'ai entendu ça à beaucoup d'endroits, pas de la part des citadins purs et durs, de ceux qui habitent dans la ville vraiment, mais de ceux qui habitent un peu plus loin, qui finalement se méfient un petit peu de la ville, ont des images négatives. On arrive d'ailleurs à un point où les mots même ville et campagne ne signifient plus grand-chose d'une certaine façon. On a encore ce débat, cette expression récurrente ville et campagne, la France des villes et des campagnes. En réalité, il y a beaucoup d'endroits en France qui, pour un citadin, qu'un citadin aurait tendance à considérer comme étant la campagne, alors qu'un rural considérait le même endroit comme plutôt la ville. Je voudrais revenir sur un débat de ces derniers jours sur le résultat du premier tour de l'élection présidentielle et puis la dévitalisation, cette notion de France périphérique qui émerge régulièrement. Je dois vous dire que personnellement, je ne suis pas chercheur, je ne prétends pas être géographe, etc., mais je ne comprends pas cette expression France périphérique. Périphérie de quoi exactement ? Est-ce que quand on habite dans le centre de Castres ou dans le centre de Besançon, on est dans la France périphérique ? Quand on habite dans un quartier aisé d'Albi, à Puy-Gouzon, dans la banlieue proche, ou la commune qui est juste à côté d'Albi, on est dans la France périphérique. Quand on regarde, non seulement, d'abord on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'un côté des métropoles qui seraient riches et performantes et où tout le monde serait très heureux, et puis de l'autre des endroits où tout le monde serait parfaitement malheureux et totalement déconnecté. Et parfois j'entends, y compris d'ailleurs dans les médias, des journalistes qui peuvent m'appeler pour ce bouquin, entre autres, des gens qui manifestement n'ont pas compris qu'en province aussi on avait Internet. Je résume à gros traits, mais c'est un peu ça. J'ai regardé, je me suis amusé, j'ai passé la soirée de lundi à ça. À regarder quelles étaient, en fonction justement des villes de Procos, puisque la carte de Procos est parfaitement bien faite et qu'on a le taux de vacances pour toutes les villes, pour de nombreuses villes. J'ai pris donc ce que Procos qualifie de... Alors je ne sais plus, ils ont fait un palmarès des villes les plus dynamiques, donc certaines sont des grandes villes vraiment, de plus de 50 000 habitants, et puis d'autres, ou des villes moyennes grandes, on peut dire, et puis les autres, il y a celles qui sont en dessous. Et j'ai regardé à la fois pour chacune de ces villes, j'espère que vous pouvez voir, mais je pourrais vous passer le document sinon après, et puis il est aussi sur mon blog, le score de Madame Le Pen, voilà, puisque c'est de ça dont on parle, sa progression, et puis le nombre de villes où les 4 principaux candidats sont en tête. Et on s'aperçoit que contrairement, alors bien sûr le score de Le Pen est élevé, mais finalement il est plutôt moins élevé dans la plupart des villes qu'au niveau national. Il est moins élevé que dans les communes autour, finalement. D'ailleurs, si la région Hauts-de-France n'a pas voté Le Pen en 2000, enfin, n'a pas élu Madame Le Pen en 2015, c'est précisément parce que Saint-Quentin, Soissons, Boulogne-sur-Mer, Béthune, etc., Amiens n'ont pas voté pour le Front National. Donc je pense qu'il faut aussi replacer les choses et là encore regarder à une échelle beaucoup plus fine. Et puis dans les villes, vous avez là quelques exemples, dans un certain nombre de villes où le taux de vacances est élevé, qui est arrivé en tête dans la majorité de ces villes-là ? C'est Emmanuel Macron, le fameux candidat du mondialisme, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment regarder cette affaire-là. D'ailleurs, il y a un papier cet après-midi dans Le Monde qui dit à peu près la même chose. Moi, j'en ai fait aussi sur mon blog il y a quelques jours, mais qui dit attention, regardons bien à Limoges, Nevers, Thionville, Saint-Brieuc, où le taux de dévitalisation commerciale, mais aussi de logement, et où la fameuse crise urbaine est très forte, et bien toutes ces villes, elles ont placé Macron en tête. Bon, donc je pense qu'il faut un peu relativiser ce constat-là. Et en même temps, oui, il y a une progression. Là, je vous laisse regarder les chiffres qui est nette, mais simplement, c'est pas forcément dans les villes même que les conséquences électorales se font directement